Hello à tous. Alors je sais pas du tout commencer cette vidéo. C'est une vidéo que je vais faire un petit peu à cœur ouvert. J'ai quand même fait un petit plan de sujets à évoquer avec vous. Et en fait, voilà, je voulais prendre un petit peu la parole pour faire un petit peu le bilan sur où j'en suis dans ma carrière personnellement et vous communiquer ces informations-là parce que finalement, je vous parle rarement en direct comme ça. Pour certains, vous me suivez depuis 2018 quand j'ai vraiment commencé la chaîne à vous partager mes expériences en sport auto. D'autres parmi vous vont être beaucoup plus récents sur la chaîne. Vous m'avez peut-être découvert dans des formats avec des gros youtubeurs, avec des feats, enfin dans des formats un peu plus divertissement. D'ailleurs, dites-moi en commentaire comment vous m'avez découvert, si vous êtes là depuis 2018, depuis 2019 ou de manière bien plus récente. Ça m'intéresse de savoir quand est-ce que vous m'avez découvert et comment vous m'avez découvert. Et alors ceux qui sont là depuis longtemps, vous avez vraiment suivi ma carrière depuis le moment où j'ai commencé à vous la partager. Ceux qui sont là depuis un peu moins de temps, forcément vous connaissez moins ce que j'ai fait par le passé. Et en fait, l'idée de cette vidéo, c'est de faire un petit peu le point où là où j'en suis. Je vous dis, il n'y a aucun script, donc ça va vraiment être du feeling. Donc il y a des thématiques que je vais aborder, mais ça va surtout être du feeling. Je vais revenir aussi sur des questions qu'on me pose souvent. Comment est-ce que j'ai débuté le sport auto? Comment j'en suis arrivé là? Et qu'est-ce que je vais faire cette année? Qu'est-ce que je prévois de faire les saisons prochaines? Est-ce que je continue le sport auto? Est-ce que j'arrête? Voilà, toutes ces questions-là, on va les évoquer. Déjà, je vais revenir sur une question qu'on me pose souvent, c'est comment j'ai débuté. Alors, il faut savoir que j'ai fait vraiment une vidéo sur mon parcours à l'époque, c'était il y a au moins 3 ans, je pense, qui s'appelait Mon parcours ou comment je suis devenu pilote, je sais pas. C'était une partie 1 où j'avais commencé à à raconter vraiment tout mon parcours. J'ai jamais fait de partie 2, j'ai jamais pris le temps de le faire. C'est un petit peu l'Arlésienne sur cette chaîne où je dis tout le temps que je vais faire une partie 2 et finalement, j'ai jamais fait. C'était une vidéo qui avait plutôt pas mal marché. Donc, je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas encore vue. Pour résumer, moi, je suis pas du tout issu du milieu du sport auto de base. J'ai commencé tard, le sport auto. Quand je dis tard, c'est à l'âge de 14 ans. J'avais fait du tennis avant. J'ai toujours été très compétiteur et j'étais pas bon en tennis. Donc à un moment donné, à force de faire des entraînements, à force de faire des compétitions et de pas avoir un vrai bon niveau en tennis, ça m'a saoulé et cherché un autre sport à faire. Je suis vraiment passionné de sport auto depuis tout petit parce que mon père lui-même regardait les grands prix de F1, avait des magazines de voitures à la maison. Donc j'ai toujours baigné dans un univers de passionnés automobiles. Mon père, c'était pas du tout sa profession. Il y avait personne dans ma famille qui a fait du sport auto. C'était vraiment une découverte. Et donc en fait, je suis arrivé là un petit peu par hasard entre guillemets parce que vraiment le sport auto c'était le seul sport qui me plaisait. J'en avais parlé à l'époque à ma famille qui m'avait dit bah oui mais nous on n'y connaît rien, c'est impossible de débuter en sport auto, enfin, on n'a pas de connexion, on sait pas comment ça fonctionne, etc. Et puis surtout ça coûte très cher au sport auto. Ouais, on n'avait pas vraiment de connaissances. Et puis finalement j'ai débuté par le kart, donc je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait pour savoir un petit peu tout ça. Et puis de fil en aiguille, au final j'ai évolué dans le monde du sport auto jusqu'à arriver à un niveau où je pensais pas arriver. Il faut savoir que j'ai un parcours un peu particulier, c'est que j'ai toujours mené les études et le sport auto. C'est-à-dire qu'à l'époque où j'étais au collège, au lycée, je continuais les études et je faisais mes courses de cartes en parallèle. Après, j'étais en école supérieure. En école supérieure, je continuais mes cours. J'avais un emploi du temps aménagé pour pouvoir aller faire mes courses le week-end, jusqu'à atteindre un certain niveau de catégorie en sport auto. Donc on a commencé en kart. Après, j'ai fait de la Peugeot Speeder Cup. Ensuite, j'ai fait de la Porsche Carrera Cup France. Ensuite, j'ai fait le Maserati Trofeo que j'ai remporté. Ensuite, j'ai fait du GT, donc vous me connaissez surtout pour avoir fait du GT, GT3, GT4. Par rapport au là où j'en étais dans ma carrière professionnelle, il fallait faire un choix. C'est-à-dire que soit je choisissais de continuer dans la voie que j'avais entrepris. J'ai fait une école de commerce, j'ai un diplôme en finance, j'ai un master 2 en finance. Donc en fait, soit je continuais là-dedans, mais c'était un secteur qui me plaisait pas particulièrement parce que pour plein de raisons différentes. Parce que la finance, c'est un milieu qui est très strict, il faut être toujours très bien rasé, il faut toujours être en costume. Ça évolue un petit peu, mais ça, à mon époque, c'était vraiment comme ça. Et c'est un milieu qui me correspond pas vraiment. Et puis même le côté salarié, c'est pas forcément quelque chose qui me correspond. J'avais fait mon stage de fin d'études chez Renault Sport et le fait d'être bas dans la hiérarchie, de devoir valider des choses que tu comprends pas, pourquoi est-ce que tu les fais, les faire valider par ta hiérarchie en haut, mais qui en fait ta proposition initiale a complètement changé. Bref, il y avait vraiment un décalage entre ce que je faisais et le sens qu'il y avait à ça, je comprenais pas trop et voilà, c'était pas forcément pour moi. Et comme je vous disais, je suis arrivé à un certain niveau en sport auto où finalement il a fallu faire un choix. Pour revenir sur mes études, après ce master en finance, j'ai jamais exercé en finance parce que c'est un secteur qui m'intéressait pas, qui était trop en décalage par rapport à ma façon de penser, ma façon d'être, et ça m'intéressait pas et surtout il fallait que je me force pour avoir un certain niveau, c'était pas du tout naturel pour moi. Donc en fait, j'ai eu l'opportunité de débuter dans l'événementiel, donc rien à voir, un twist total, j'ai commencé à travailler dans l'événementiel
l'événementiel. Et là encore, que ce soit en école de commerce, pendant mon master de finance ou pendant mon travail en événementiel, et bah là encore, je menais à bien les deux activités. C'est-à-dire que j'avais la finance et le sport auto, puis après j'ai eu l'événementiel et le sport auto. Et en fait, arrivé à un certain stade, je faisais des horaires pas possibles, parce que dans l'événementiel, les horaires sont hyper aléatoires. C'est-à-dire que ça dépend des événements sur lesquels on va travailler, et ça m'est arrivé de faire une semaine à faire du 6h minuit tous les jours, donc 6h du matin, minuit tous les jours, et après d'enchaîner avec un week-end de course après. C'était juste pas possible. Donc en fait, à ce moment-là, je me suis dit, Romain, il faut que tu fasses un petit peu un choix sur la suite que tu veux donner à ta vie et ce que tu veux faire. Et en fait, je suis arrivé à un certain stade, comme je vous disais, de niveau en sport auto. Et là, en 2018, j'ai l'idée de vraiment lancer ma chaîne YouTube en me disant, bah voilà, la chaîne YouTube va être un moyen déjà de partager ce que je vis. En tant que néophyte dans le sport auto, je suis autodidacte, donc encore une fois, je ne suis pas issu de cette famille-là. Donc tout ce que j'ai fait en sport auto, eh bah, j'en ai pris des connaissances, j'ai appris sur le tas, il a fallu tester, il a fallu voilà, se prendre des murs, travailler avec des gens qui sont plus des arnaqueurs qu'autre chose. Voilà, toutes les ficelles du sport auto que maintenant je connais, bah, au final, au départ, avec ma famille, on ne les connaissait pas. On a dû se confronter à ça. Et finalement, je me suis forgé moi-même dans le sport auto. J'ai appris énormément de connaissances. Et tout ça pour en revenir au fait que, voilà, à cette période-là, en 2018, j'étais dans l'événementiel, je faisais des gros horaires, je me battais vraiment dans mon entreprise au quotidien. Et puis, j'avais toujours le sport auto. Et à ce moment-là, j'étais, bah, vous avez vu, hein, j'étais en GT World Challenge, donc avec les 24 heures de spa, des grosses courses qui demandaient beaucoup d'influx, de mobilisation. Et c'était très compliqué de mener à bien les deux activités de manière correcte. Et en fait, je me suis dit, voilà, Romain, comment tu te vois à l'avenir? Et pour moi, l'avenir, bah, c'était ce que je savais faire naturellement, c'est l'automobile. L'automobile, c'est quelque chose qui a toujours été naturel pour moi. Alors j'ai toujours été bon à l'école, ça n'a jamais été un souci pour moi, mais pour autant ce que j'apprenais, c'était pas forcément intéressant. Voilà, je trouvais pas vraiment d'intérêt dans les connaissances que j'apprenais à l'école. C'est pas forcément des choses que je retenais de manière naturelle. L'automobile, c'est quelque chose qui a toujours été très naturel pour moi. C'est-à-dire que dès que je voyais une information sur l'automobile, je la retenais. Et le sport automobile, c'est pareil, ça a toujours été très naturel. C'est-à-dire que j'ai toujours eu le sens un petit peu inné des trajectoires, de la vitesse, etc. Donc en fait, ma réflexion, ça a été de me dire, soit tu vas vivre ta vie dans un métier que c'est, enfin, t'es pas passionné de base par ce métier et t'es pas naturellement doué par ce métier, soit tu vas essayer de travailler tes compétences que tu as déjà, les développer et aller dans ce que tu aimes. Et c'est là qu'en 2018, je crée la chaîne pour vous partager vraiment mon aventure en sport auto, ce que je vis de l'intérieur, alors que là, je suis encore en train de travailler de manière conventionnelle à ce moment-là, sans que je vous en ai parlé à l'époque, et de me laisser 2 ans. Et en fait, en 2018, je me laisse 2 ans en me disant, voilà, je crée la chaîne, j'essaie de continuer à exister dans ce milieu du sport auto, parce qu'en fait, à ce moment-là, je savais très bien que si je ne trouvais pas de solution pour continuer à lever des budgets pour continuer à évoluer en sport auto, ça allait s'arrêter. Parce que évidemment, et on va en parler dans cette vidéo, l'argent est capital en sport auto. Si tu n'as pas d'argent, bah, à un moment donné, ça s'arrête. Parce que vous connaissez les sommes qui sont en jeu. On parle de centaines de milliers d'euros et parfois de millions d'euros pour des saisons. Donc la chaîne pour moi a été utile parce que ça m'a permis déjà de partager ma passion. Donc à un moment où je lance la chaîne, je suis vraiment le premier pilote à vous partager de l'intérieur les courses. Généralement, si vous voyez uniquement ce qu'on vous montrait à la télé. Et moi, le but, c'était vraiment de vous partager dans les coulisses du sport auto, de vous emmener avec moi, de vous raconter tout ce qu'on ne voit pas à la télévision. Donc vraiment, toutes les histoires qu'il peut y avoir de balance de performance, de pneumatiques, d'entraînement, de pilotes avec du budget, pas de budget. Voilà, tout ce qu'on ne voit pas forcément d'un œil extérieur et pour autant qui est très important de l'intérieur. Donc 2018, je lance la chaîne, je me laisse 2 ans pour que ça fonctionne. Au départ, le commencement est compliqué. Je pensais vraiment que le concept se suffisait à lui-même et c'est que le concept de vous partager mes courses allait fonctionner parce que c'était du contenu qui avait jamais été vu avant. Comme dans tout en fait, quand je me donne sur un sujet, faut que ça aille au bout, je lâche pas les choses, surtout quand ça te passionne. C'est là où la passion est importante, c'est qu'en fait un sujet qui te passionne, tu vas forcément aller au bout du bout pour que ça fonctionne parce que potentiellement ça peut impacter ta vie future et travailler dans sa passion, c'est quand même autre chose que faire un taf alimentaire qui te plaît pas forcément. Et la création de la chaîne m'a également permis, c'était un des objectifs à la création, de trouver beaucoup plus facilement des partenaires parce que ça m'a donné une image, une notoriété, j'ai pu partager ce que je faisais et j'ai pu intéresser des gens à mon parcours. Encore une fois, je suis pas du tout issu de ce milieu de base, donc en fait, les médias se sont jamais intéressés à moi plus que ça, sur mon parcours, voilà. Donc en fait, finalement, je me suis un petit peu
donner de la visibilité, ce qui m'a permis de montrer ce que je savais faire derrière un volant, de montrer qui j'étais et puis aussi de trouver des partenaires beaucoup plus facilement parce que finalement quand tu es pilote, on sait que c'est toujours très compliqué de trouver des budgets, mais par contre quand tu es pilote avec aujourd'hui plus de 400 000 personnes sur les réseaux, donc près de 200 000 sur YouTube, plus de 120 000 sur Instagram et après il y a Facebook, TikTok, etc. Mais en fait, ça a une force auprès des partenaires qui est beaucoup plus importante. C'est-à-dire que le partenaire, au lieu de sponsoriser un pilote qui va avoir 1000 ou 2000 abonnés, donc qui va communiquer sur sa communauté qui va être plus petite, et ben en fait, en passant par moi, il sait qu'il va avoir des retombées qui vont être beaucoup plus importantes, une visibilité qui va être beaucoup plus importante. Donc en fait, ça c'était vraiment dans ma logique de me dire, bah ça va m'aider à trouver des partenaires. Et si ça fonctionne, donc 2018-2020, on fait bilan en 2020, et si ça fonctionne en 2020, on continue dans cette voie-là. Et au final, 2 ans plus tard, en 2020, je ne sais plus à ce moment-là comment j'avais d'abonnés, si c'était 50 ou 60 000 abonnés. Et en fait, je me suis dit, c'est bon, ça fonctionne. Parce que, ok, même aujourd'hui, la chaîne qui représente environ 200 000 abonnés, enfin 190 ou 191 000 abonnés au moment où je tourne la vidéo, c'est pas énorme au niveau de YouTube. Mais par contre, dans une niche de gens qui sont passionnés par le sport auto, c'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, trouver 190 000 personnes qui sont intéressées par des courses de GT parce que je peux leur montrer de l'intérieur des courses de GT, c'est énorme en fait quand tu compares par rapport au ratio en France. Donc en fait, j'ai réussi à exploiter une niche, à parler à énormément de passionnés. Et du coup, en fait, je me dis, cette niche-là, elle est intéressante parce que j'aime parler à des passionnés. Et voilà, ça y est, j'ai touché en fait les gens que je voulais toucher. Et la chaîne peut continuer à exister. Et alors à l'époque, en 2018, créer sa chaîne YouTube en tant que pilote, c'est-à-dire que moi vraiment je me baladais sur les week-ends de course avec ma caméra en train de me filmer, je passais vraiment pour un mec, mais attends, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire avec sa caméra, en train de se filmer, en train de parler tout seul sur les circuits. À l'époque, il n'y avait pas Drive to Survive, à l'époque, il n'y avait pas toutes les chaînes YouTube aujourd'hui que les pilotes font. Même aujourd'hui, Leclerc, Sainz, ils ont leur chaîne YouTube, enfin c'est intégré, c'est normal pour communiquer. Moi en 2018, quand je commence à faire ça, les gens me regardent sur les circuits, dernier, il y a un petit peu, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire avec sa caméra, il est en train de parler tout seul, il est un peu bizarre ce garçon. Finalement aujourd'hui c'est la norme et tout le monde le fait parce que c'est hyper important au niveau de la communication. Et finalement aujourd'hui en 2023, 2024, ça me permet de rouler parce qu'il y a des championnats qui sont intéressés pour que j'aille rouler chez eux, pour leur apporter de la communication. Par exemple quand j'ai roulé avec Midjet CTK, j'ai fait découvrir à pas mal d'entre vous la Midjet qui sont des super courses. Donc par exemple c'est un championnat avec lequel je travaille, je vais rouler pour eux, je fais des vidéos, je fais des super courses, je m'amuse énormément et je vous partage tout ça. Bon alors pour faire un petit peu un point sur ma carrière, honnêtement je pensais jamais en arriver là. Jamais dans ma vie je me suis dit que piloter ça allait devenir mon activité principale jusqu'à ce que je fasse vraiment le move en 2018 de me consacrer à ça, mais sans savoir si ça allait réussir ou non. Et en fait pour moi c'était vraiment, dans le monde idéal ça allait fonctionner et j'allais pouvoir faire ça, j'allais pouvoir vivre de ça, trouver des solutions pour continuer à piloter, à lever des budgets et à rouler. Donc en fait tout ce que je vis, c'est fou. Parce que tout ce que j'ai déjà pu accomplir, par exemple ma victoire en championnat Maserati Trofeo, pareil pour ma victoire 24 heures de Spa dans une petite équipe, voilà, on était vraiment pas les favoris, j'ai jamais eu des gros budgets pour évoluer dans les catégories dans lesquelles j'évoluais, on va y revenir sur la partie budgétaire. Et typiquement Spa, première participation, seule participation, on va au bout de la course, on gagne. Ça c'est un souvenir, pour moi c'est peut-être mon plus beau souvenir en sport auto, dans une des catégories les plus relevées au monde. Et voilà, ça, on ne pourra pas me l'enlever. Ça y est, c'est fait, c'est réalisé. Et tout ce qui va se passer après, tout ce qui se passe maintenant, c'est du plus par rapport à ce que j'ai déjà vécu. Évidemment, le but, c'est que ça aille le plus loin possible. Et justement, par exemple, pour revenir un petit peu sur est-ce qu'on va me revoir en GT3, pourquoi je roule plus en GT3, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Parce que voilà, l'idée de cette discussion un petit peu à cœur ouvert, c'est de faire le bilan de manière générale sur là où j'en suis et vous expliquer toujours, comme j'ai toujours fait de manière transparente, le plus transparent possible. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas parler. J'aimerais beaucoup parler, mais voilà, il y a plein de choses qui sont passées, mais il y a des choses que je ne peux pas forcément vous dire, contractuellement ou même en termes de morale, parce qu'il arrive beaucoup de choses en sport auto forcément, mais voilà, l'idée c'est de vous faire un petit peu un point sur ma carrière, pourquoi je roule plus en GT3, est-ce qu'on va me revoir en GT3, voilà. Et aujourd'hui, si vous voulez, je suis davantage dans des catégories comme le GT4 qui ont des avantages, qui ont des inconvénients, plutôt que dans du GT3 pour mon programme principal notamment, parce que voilà, moi en GT3 j'ai toujours roulé avec des budgets inférieurs par rapport à mes concurrents. Voilà, aujourd'hui un budget pour rouler en GT3 pour faire 5 courses dans l'année. Donc c'est un programme partiel, 5 courses dans l'année, tu fais un championnat, par exemple le championnat endurance en GT World Challenge. Aujourd'hui les équipes elles demandent environ 300 000 euros.
pour un pilote. Et là, tu roules pas forcément dans la meilleure équipe avec les meilleurs coéquipiers, etc. Donc 300 000 euros, c'est beaucoup. C'est jamais des budgets que j'ai pu mettre sur la table. Donc ce qui fait que dans ma carrière, en GT3, j'ai jamais roulé dans les top teams. À mon époque, j'arrivais à rouler avec des budgets qui étaient en dessous de ça. C'est-à-dire que j'ai réussi à rouler en GT3 pour des budgets de 100 000, 150 000 euros. Et voilà, aujourd'hui, c'est quasiment impossible de rouler avec ces budgets-là. Ça a quasiment fait x2, les budgets en GT3. À l'époque, j'arrivais à m'en sortir et maintenant, c'est vraiment monté très haut. Et en fait, GT3, c'est une catégorie qui est hyper compétitive. C'est-à-dire que soit tu as le budget pour faire énormément d'entraînement, faire énormément de courses. Dans ce cas-là, c'est pas 300 000 euros de budget qu'il faut avoir, mais peut-être 600 000 ou 1 million d'euros. Il y a des pilotes qui roulent, qui mettent 1 million d'euros sur la table, qui vont faire un double programme, sprint, endurance, des courses d'endurance un peu partout à travers le monde, toujours dans la même voiture. Voilà, ça, c'est des budgets que j'ai jamais eu dans ma poche, donc que j'ai jamais pu dépenser. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai arrêté GT3 parce que le niveau en GT3, le niveau budgétaire, le niveau de la compétition est tellement important que finalement avec un petit budget, c'est un petit budget en sport auto, et tu peux pas rouler. Simplement tu trouves pas de volant à ce tarif là. Si jamais tu trouves quelques courses à faire dans l'année, ce sera pas dans les meilleures équipes, ce sera pas avec les meilleurs coéquipiers, donc t'as pas de moyen de te montrer. Et puis qui plus est, si tu fais 3-4 courses à l'année, quand face à toi parfois tu as des concurrents qui font 30 ou 40 week-ends de course, c'est impossible de matcher. Donc tu vas toujours être à 3-4 dixièmes et en fait tu vas passer inaperçu parce que 3-4 dixièmes autour dans des championnats comme ça, en fait ça te fait passer de P1 à P30. Donc en fait tu vas juste être inexistant et tu as un risque financier qui est hyper élevé. Déjà, bon, les courses coûtent cher, avec les aléas que ça peut avoir des pannes mécaniques, faire des accidents, etc. Et qui plus est, aujourd'hui, une franchise sur une GT3, on parle de 35-40 000 euros. C'est-à-dire que quand tu casses la voiture, ça te coûte en plus de ta course 35 ou 40 000 euros. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en GT3, voilà, pour moi, c'est des budgets qui sont impossibles à trouver. J'exclus pas de revenir en GT3 pour la bonne opportunité. Parfois, il y a des équipes qui m'appellent parce qu'il y a un pilote qui est blessé, qui est malade ou qui n'a pas payé ce qu'il devait, etc. et qui a besoin d'être remplacé. Mais à chaque fois, j'étudie les propositions. Parce qu'aller dans une GT3, juste pour aller dans une GT3, mais sans espoir de faire un bon résultat, d'aller juste cramer de l'argent sur un week-end de course, ça n'a pas spécialement d'intérêt. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai préféré redescendre de catégorie, entre guillemets, et évoluer en GT4. Aujourd'hui, GT4, c'est quand même championnat de France, championnat d'Europe, avec en championnat d'Europe 50 voitures sur la grille, donc avec un gros niveau. Mais par rapport au GT3, les prix, c'est divisé par deux. En fait, finalement, avec les budgets avec lesquels je roulais en GT3 à l'époque, aujourd'hui, c'est des budgets qui te permettent d'aller rouler en GT4. Et on va revenir effectivement sur ces histoires de budget et de coûts parce que effectivement en GT3 il y a des pilotes qui sont payés, donc il y a des pilotes qui sont officiels. Bon, déjà moi, comme je vous l'ai dit, déjà faire carrière en sport auto, c'était pas forcément quelque chose de possible pour moi, donc jamais je me suis mis dans l'idée de devenir pilote officiel. Et puis les pilotes officiels, c'est soit des gens qui sont déjà issus de ce milieu, c'est beaucoup de fils d'eux, des gens qui travaillent déjà dans ce milieu-là, dans l'organisation des courses, etc., qui sont partie prenante, voilà, qui connaissent déjà ce milieu, qui ont déjà les relations, le réseau, soit des pilotes qui ont beaucoup de budget, parce qu'en fait il y a beaucoup de parcours de pilote officiel. Pour devenir pilote officiel, finalement, tu as dépensé beaucoup d'argent dans des équipes de pointe, donc typiquement les saisons à 600, 700, 1 million d'euros dont je parlais. Tu vas dans les équipes de pointe avec les meilleurs coéquipiers, la meilleure voiture, et là ça te permet de te montrer. Avec les budgets que j'avais à l'époque, jamais j'aurais pu, j'ai jamais roulé assez pour pouvoir me montrer comme j'aurais souhaité le faire. Typiquement quand j'ai débuté en GT World Challenge en 2016, j'arrivais sur les courses. Je connaissais pas les circuits, le Hungaroring, Silverstone, Brands Hatch, tout ça c'est des circuits sur lesquels j'avais jamais roulé parce que je roulais moi principalement en France et j'arrivais sur les circuits, on n'avait pas d'essai, donc je découvrais vraiment les circuits pendant les week-ends de course face à des pilotes qui connaissaient parfaitement les lieux. Donc encore une fois, moi je suis très fier de ce que j'ai fait dans la voiture, mais c'est pas forcément des résultats qui se retranscrivent d'un œil extérieur quand on voit ça de l'extérieur. Par exemple, en 2017, quand je fais un relais, je pars 6e, je crois, à Misano en GT World Challenge en course sprint.
je dépasse directement, je suis 5e et je tiens ma 5e place tout le relais parmi plein de pilotes officiels, des pilotes qui roulent dans des meilleures voitures que moi, avec plus de budget que moi, etc. En fait, pour moi, ça, c'est un des meilleurs relais de ma vie. Et avoir tenu ce rythme par rapport au fait que je découvrais la piste, que j'avais pas l'expérience, que j'avais pas le budget, etc. Bah, pour moi, c'est un des meilleurs relais que j'ai fait de ma vie, où je suis sportivement très content de ce que j'ai fait. Mais d'un œil extérieur, c'est qu'une 5e place. Et finalement, cette 5e place à Misano, j'en suis plus fier que de mon titre en Maserati Trofeo, parce que il y a un niveau en GT World Challenge, en GT3, qui est tellement énorme que c'est compliqué de sortir des résultats dans cette catégorie. Donc c'est pour ça que GT3, très compliqué de se montrer si tu n'as pas l'argent, si tu fais pas partie d'une filière qui te lance en tant que pilote officiel. Et moi, dans ma tête, ça n'a jamais été un objectif de devenir pilote officiel, comme je vous disais, parce que jamais je pensais vraiment évoluer dans ce milieu-là à terme. Aujourd'hui, j'ai 33 ans, donc le fait d'être officiel, c'est quelque chose que j'ai mis de côté. C'est pas quelque chose auquel je pense. Et puis, on va parler effectivement du financement. En fait, pilote officiel, ça présente beaucoup d'intérêts parce que l'intérêt principal, c'est que tu n'as plus besoin de chercher du budget pour rouler. Donc, tu es recruté par une marque pour représenter ses intérêts partout dans le monde. Donc, tu es payé pour rouler, tu es payé pour t'entraîner, tu es payé pour passer des pneus neufs. Tout ça, normalement, c'est à toi de dépenser d'argent pour pouvoir avoir accès à tout ça. Quand tu es pilote officiel, tu roules dans les meilleures équipes, avec les meilleurs coéquipiers, avec le meilleur matériel, tu t'entraînes énormément, etc. Sauf qu'en fait, pilote officiel, ça présente aussi la contrainte. C'est un statut qui est précaire. Si jamais tu délivres pas la performance qu'il faut, ou si jamais le constructeur arrête d'une année sur l'autre, par exemple Bentley à l'époque c'était ça, Bentley était lancé, ils avaient leur pilote officiel, du jour au lendemain Bentley arrête tout son programme et tous les pilotes officiels se sont retrouvés à la rue je m'entends, ils ne sont pas retrouvés à la rue, mais ils se sont retrouvés sans programme du jour au lendemain, ils ont dû se recaser, trouver des choses à faire, des volants, pour certains ça a réussi, pour d'autres ça n'a pas du tout réussi, donc voilà c'est un statut qui est précaire si jamais tu casses trop la voiture, si jamais tu délivres pas les performances, si jamais le programme s'arrête pour une raison ou une autre que tu maîtrises pas. Pour moi, pilote officiel, ça présente tous les avantages dont j'ai pu vous parler avant, mais pour autant, ça présente beaucoup d'inconvénients, beaucoup de précarité. Et finalement, il y a plusieurs méthodes de gagner sa vie en sport auto. Parce que là, vous vous dites, mais du coup, comment tu fais, Romain, si tu payes systématiquement pour rouler Alors déjà, il faut savoir que moi, me concernant, il y a trois cas de figure. C'est-à-dire qu'il y a des volants pour lesquels je dois effectivement amener du budget pour rouler. Il y a des volants pour lesquels j'amène pas de budget pour rouler. Et il y a des volants pour lesquels je suis payé pour rouler. Donc moi, j'ai les trois cas de figure. Et en fait, c'est des histoires de compromis, de championnat, de performance. Et voilà, parfois, c'est intéressant d'investir ton argent sur certains championnats, pas sur d'autres, ou d'autres, bah, tu y vas si jamais tu es rémunéré pour le faire. Donc voilà, c'est des histoires de compromis, mais il faut savoir que généralement, bah, les meilleures places dans les meilleures équipes, bah, en fait, c'est les places qui valent le plus cher, tout simplement. Donc me concernant, j'ai trois cas de figure. Et déjà, arriver à rouler gratuitement en sport auto, c'était déjà un truc de fou. Mais en plus, arriver à être payé pour rouler en sport auto, je pensais jamais y arriver, et aujourd'hui, c'est le cas. Et j'ai fait toute une vidéo à ce sujet-là que je vous invite à aller voir, qui était, je sais pas, comment gagner sa vie en tant que pilote. Je vous mets le lien en description, je sais plus comment elle s'appelle de tête cette vidéo. Et je vous explique en fait, il y a trois fonctionnements. C'est que effectivement, soit tu deviens pilote officiel avec les contraintes et les avantages que je vous ai énoncés, soit tu fais équipe avec un pilote amateur. Et ça, moi, ça a été mon cas. Par exemple, quand j'ai roulé chez Bullitt, on y reviendra. Et soit tu trouves tes partenaires et en fait, tes partenaires, tu les emmènes avec toi. Et pour moi, ça, c'est la solution qui est la meilleure parce que c'est celle qui finalement est le moins précaire. C'est très compliqué de trouver des partenaires, mais une fois que tu les as, que tu sympathises avec eux, que tu leur fais vivre une belle histoire, qu'ils sont contents de ce que tu crées ensemble, tu peux les amener sur plusieurs années. Et finalement, avoir tes partenaires, ça te permet d'être plus libre que d'être pilote officiel ou que de faire équipe avec un pilote amateur. Parce que tout ça, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Les partenaires, bah, si tu en as plusieurs, ton risque est diversifié. Alors si tu as un partenaire qui met 300 000 euros sur la table et qui s'arrête du jour au lendemain, ok, bon bah là c'est pareil, c'est très précaire. Par contre, si tu as plusieurs partenaires qui vont t'aider à hauteur de 10, 20, 30, 40 000 euros sur plusieurs années, s'il y en a un qui s'arrête, bah, ça te permet aussi de prévoir, de potentiellement le remplacer ou de trouver des alternatives pour rouler. Donc pour moi, dans le sport auto, au final, tu es le plus libre quant à tes partenaires, parce que c'est là où tu maîtrises davantage ton risque, même si ton risque existe toujours. Donc voilà, comme je vous disais, hein, j'ai juste un fil conducteur et je vous parle de manière très franche de ces sujets-là. Désolé si c'est un petit peu brouillon, l'idée c'est vraiment de vous transmettre encore une fois les informations du sport automobile, ces informations dont on ne vous parle pas de manière traditionnelle. Donc à la question, est-ce que vous allez me revoir un jour en GT3 Je sais pas.
parce que potentiellement on peut m'appeler demain en me disant voilà cette opportunité là et je peux y aller, ou soit en fait pas du tout, et au final les budgets devenant ce qu'ils sont devenus, j'arriverai pas à suivre. Mais par exemple, l'année dernière, on m'avait contacté, voilà, c'est pareil, ces histoires du sport auto. Il y a quelqu'un qui m'a contacté en me disant Romain, j'ai envie de t'aider pour cette année, d'avoir un petit peu un rôle de mécène, parce que je crois en toi et j'ai envie qu'on y aille ensemble quelque part, et qui voulait m'aider à hauteur de 300 000 euros pour la saison. Finalement, il s'avérait que cette personne aimait plutôt se raconter des histoires parce que ça a pas, les promesses n'ont pas été tenues derrière. Mais tout ça pour vous dire que si cette promesse avait été tenue, en fait, j'aurais pu faire mon retour en GT3. Donc finalement, ça tient à pas grand-chose. Ça tient à une rencontre que tu peux faire, ça tient à des gens qui veulent t'aider ou pas. Et voilà, donc finalement, un retour en GT3 peut-être, mais de la même manière, si c'est juste pour venir en GT3, pour être en GT3, mais avoir un risque d'épée de Damoclès sous la tête à cause de la franchise à 40 000 euros, d'être dans une équipe qui va pas être une équipe de pointe sur laquelle on va pas faire de résultats tellement mon niveau est haut, il faut forcément avoir une bonne équipe, avoir un équipage qui est moyen, etc. Être juste une voiture sur la grille, ça présente pas forcément beaucoup d'intérêt. Donc soit il faut que ce soit très avantageux financièrement, soit il faut qu'il y ait un enjeu sportif qui soit très intéressant avec des partenaires solides qui nous suivent. Parce que si c'est juste pour faire une voiture sur la grille, voilà, je suis plus trop dans cette dynamique-là. Donc finalement, j'ai préféré trouver des solutions en GT4 parce qu'en GT4, j'arrive à rouler pour pas très cher ou gratuitement ou en me faisant payer. J'ai plus d'opportunités finalement en GT4 qu'en GT3. Ayant gagné pas mal de courses en GT4, en ayant fait des podiums, en faisant des très bons stints. Voilà, venant du GT3, pour moi, le GT4, c'est des voitures qui sont simples à exploiter. Encore une fois, évidemment, il faut que la voiture qui soit mise à disposition soit capable de faire les résultats, parce qu'il peut y avoir des différences entre les voitures, et notamment l'histoire de BOP, vous savez qu'on a souffert des histoires de balance de performance. Mais voilà, en GT4, pour moi, c'est plus simple de trouver des opportunités qu'en GT3 à l'heure actuelle. Par contre, demain, s'il y a une équipe qui veut me faire rouler en GT3, moi, je saute dans la GT3 avec grand plaisir. Et d'ailleurs, pour vous dire comment moi j'avais continué en GT3, finalement, vous m'avez connu, les dernières GT3 que j'ai roulées, c'était avec Bullitt. Alors j'ai fait plein de GT3 différentes dans ma carrière, hein. J'ai roulé en Lamborghini, en Aston Martin, en Audi, j'ai fait des essais en Ferrari, en McLaren, j'ai fait de la Mercedes, j'en oublie forcément, de la Bentley. Voilà, j'ai fait beaucoup de GT3 différentes, dans beaucoup d'équipes différentes. Et finalement, ma dernière saison en GT3, c'était avec l'équipe Bullitt. Et là, typiquement, voilà, j'étais payé pour rouler. Et alors, ça va me permettre aussi de répondre à la question pourquoi ça s'est terminé avec Bullitt. Déjà, pour savoir pourquoi ça s'est terminé avec Bullitt, il faut savoir pourquoi ça a commencé avec Bullitt. Bullitt, c'était justement une année juste avant le Covid, où finalement j'avais commencé ma saison avec une équipe, c'était pas bien passé, la voiture n'était pas du tout performante, donc on a préféré s'arrêter là. D'ailleurs eux, un peu plus tard dans la saison, ils ont arrêté complètement leur programme parce que ça allait pas du tout. Et du coup je me suis retrouvé un petit peu en mode à pied, freelance, il fallait que je trouve des opportunités à droite à gauche. Et j'ai trouvé cette opportunité chez Bullitt, et en fait ça s'est hyper bien passé parce que pour mon premier week-end de course avec la Mercedes AMG GT4, je fais le 3e ou 4e chrono en qualif avec une voiture que je découvrais à Misano. C'est un circuit que j'aime vraiment beaucoup. Et on n'a pas fait d'essai avant, donc j'arrive directement, très performant avec la voiture. On gagne la première course, on fait 3e à la deuxième course en championnat d'Europe. Donc on fait 3 week-ends, soit 6 week-ends du championnat d'Europe finalement, parce qu'on a roulé à Misano, à Zandvoort, où on a eu un gros accident, et au Nürburgring. Et à nouveau au Nürburgring, je fais le 3e temps en qualif, je prends un super départ et je fais relais tout seul en tête avec le meilleur temps en course, etc. Donc ça, forcément, ça avait impressionné l'équipe et finalement, le patron de l'équipe, son coéquipier, partait pour aller sur un autre programme et j'ai pris sa place au sein de l'équipe. C'est comme ça que je me suis retrouvé en GT3, recruté par l'équipe. Sauf que finalement il y a eu Covid et tout ce qu'on avait prévu de faire c'était un peu tombé à l'eau. Donc on a continué un petit peu en GT4, j'avais fait des essais en GT3 aussi avec eux, avec la Bentley, avec Aston Martin, je vous ai partagé tout ça sur la chaîne. Mais je vous ai jamais vraiment expliqué pourquoi ça s'était terminé. Et en fait, comme souvent en sport auto, il n'y a pas une seule raison qui explique que ça s'est terminé. Déjà, moi, l'avantage que j'avais, c'est qu'effectivement, je ne payais pas pour rouler. Donc, je roulais dans des GT3 hyper sympas, la Bentley, l'Aston Martin. À la fin, j'avais même un salaire pour payer, un petit salaire. Mais par contre, vu que mon rôle était vraiment plus de coacher le patron de l'équipe et que malheureusement, il avait tendance à beaucoup casser la voiture, c'était aussi une des raisons du départ
part du précédent pilote avant moi. Finalement, ça me demandait beaucoup de temps, donc je voyageais beaucoup, ça me prenait beaucoup de temps dans ma semaine, parfois 3 à 4 jours, pour faire potentiellement 10 tours dans la voiture, pour faire une référence pour le boss, et que après, bah voilà, le but c'était de le coacher pour qu'il arrive à se rapprocher le plus possible de mon chrono, et souvent bah, il cassait la voiture, ce qui faisait que bah, voilà, je me déplaçais sur 3 à 4 journées pour faire 10 tours dans la voiture, et après, bah, malheureusement, plus rien parce que la voiture était cassée, fallait rentrer, ou qu'il n'arrivait jamais à s'approcher de mon temps, donc en fait on le laissait toujours dans la voiture. Donc finalement, ça c'est un rôle moi qui me plaît de coacher, j'ai toujours accompagné que ce soit des jeunes pilotes ou des pilotes plus âgés pour les aider. Et par contre finalement, quand je faisais le bilan entre le temps passé et la rémunération qui en découlait, eh ben, c'était préférable de renégocier. Donc en fait j'ai vu avec eux pour dire voilà moi je veux bien continuer avec vous, ça m'intéresse de continuer avec vous, d'aller dans les championnats qu'on doit faire. Par contre on va revaloriser ma compensation pour que finalement mon temps soit mieux rémunéré. Donc j'avais cette discussion là avec eux et puis eux de leur côté ils ont eu des discussions, ils ont fait autrement et puis finalement l'histoire s'est arrêtée là. Eux ils ont fait leur cheminement de leur côté. Il y a des histoires pareilles là, malheureusement je peux pas tout vous dire parce qu'il y aurait des belles histoires à raconter sur ce sur cette histoire-là en particulier. Mais voilà, ça c'était vraiment une des raisons que ça soit arrêté, c'est que ça me demandait trop de temps pour trop peu de rémunération. Donc c'est à ce moment-là où j'ai préféré aller faire autre chose, finalement revenir en GT4, parce qu'en GT4, vu que ce sont des voitures qui sont pour moi beaucoup plus simples à appréhender, t'as pas besoin T'as besoin de centaines de milliers d'euros, mais t'as pas besoin de 300, 400, 500 000 euros pour faire des belles saisons. Donc voilà, moi ça me permet avec mon statut aujourd'hui d'arriver avec des budgets bien inférieurs à ça, parfois d'avoir des volants gratuits ou des volants payés et d'exploiter vraiment pleinement la voiture sans devoir passer 100 heures dans la voiture à passer des pneus neufs et des pneus neufs pour être performant. Mais dans tout ça, il y a aussi un autre programme qui me titille, c'est que moi je suis issu du monomarque, donc de la Porsche Carrera Cup, donc de la Peugeot Speeder Cup, c'était des barquettes Peugeot, tout le monde avait les mêmes voitures. Après la Porsche Carrera Cup, pareil là, tout le monde avait les mêmes voitures. Et après le Maserati Trofeo, tout le monde avait la même voiture. Et le gros avantage, c'est que quand tout le monde a la même voiture, t'as pas ces histoires de balance de performance, t'as pas ces histoires de tel week-end il faut être dans telle voiture. Voilà, au moins tout le monde a la même voiture. Et même s'il y a forcément des écarts entre deux voitures, parce que c'est comme quand tu fais du kart de loc, si tu veux, t'as toujours un kart qui va mieux que les autres. Et bien dans des coupes monomarques, c'est pareil, t'as toujours une voiture qui a été un peu mieux construite au niveau du châssis, ou qui a un moteur qui marche un peu mieux, etc. Mais ça va jouer à 2-3 dixièmes, ça va pas jouer à 1 ou 2 secondes, comme on peut le voir dans des championnats GT4 par exemple. Donc dans un coin de ma tête, c'est pareil, j'aimerais revenir en monomarque. Le problème du monomarque, c'est que c'est des budgets qui, bah, vu que tu es tout seul dans la voiture, c'est des budgets qui sont beaucoup plus importants. Par exemple, une saison aujourd'hui en Porsche Carrera Cup France, si tu veux faire les choses bien, c'est 300 000 euros. Et pareil, tu vas être confronté à des pilotes qui vont faire des doubles ou triples programmes dans la voiture. Donc ils vont mettre des 300, 600, 900 000 euros sur la table. Donc finalement, c'est compliqué de trouver des budgets comme ça pour rouler et trouver un championnat monomarque avec un certain standing, un certain prestige, un certain niveau qui reste accessible dans des budgets que tu dois devoir supporter tout seul. C'est compliqué, mais pour autant, moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément parce que finalement, bah, t'enlèves la différence de performance entre deux voitures, entre deux marques différentes, et tu te bats à armes égales. Encore une fois, à armes égales, attention, c'est le niveau d'entraînement, le niveau de préparation de la voiture, parce qu'il y a une voiture qui est mieux qu'une autre, mais ça va jouer à 2-3 dixièmes, ça va pas se jouer à des 1 ou 2 secondes comme je vous le disais, quoi. Donc voilà, moi dans mon idée, revenir dans un championnat monomarque où c'est toi tout seul sur des formats sprint et c'est voilà, c'est ton talent qui compte avant tout et c'est là où vraiment tu peux te montrer. Ça m'intéresse. Par exemple, pour ceux qui ont suivi ma saison en GT4 Europe avec la Toyota, quand la Toyota marchait, qu'on n'avait pas de problème, on pouvait jouer devant, on pouvait jouer la victoire, comme on a fait à Spa-Francorchamps. Quand la voiture avait des problèmes, qu'elle était mal bopée, et ben là, on pouvait strictement rien faire et tu passais ton week-end à 1 ou 2 secondes des chronos. Et je pense qu'avec Antoine, si on n'avait pas eu de problème sur la voiture, et si la voiture n'avait pas eu de problème de bop sur l'année, de balance de performance, on aurait largement pu gagner le championnat. Et c'est pour ça que revenir dans un championnat monomarque où en fait tu vas enlever pas mal de trucs comme ça me trotte dans la tête. Même si aujourd'hui j'ai davantage d'opportunités en GT qu'en championnat monomarque, même si là je suis en discussion et voilà, on peut aussi en parler pour cette saison, c'est que là pour l'instant rien n'est fait. C'est-à-dire que c'est rigolo parce que cette semaine, là au moment où j'enregistre la vidéo, on est le 20 janvier.
j'ai eu pas mal de propositions pour faire pas mal de championnats différents avec des budgets différents. Donc voilà, c'est à moi d'arbitrer et c'est pareil, c'est pas simple parce qu'il faut emmener des partenaires dans des championnats. Donc voilà. Donc la saison 2024 est en train de se construire. Ma préférence de cœur irait vers un championnat monomarque avec la puissance aujourd'hui de la chaîne, des réseaux, de la communication que j'apporte par la chaîne. Bah, ça intéresse les championnats de travailler avec moi. Donc on est en train de trouver des solutions pour que ça fonctionne. Mais en même temps, aujourd'hui, j'ai aussi pas mal d'opportunités en GT. Donc finalement, ma saison 2024, de manière transparente, elle n'est pas faite. J'ai pas mal de propositions différentes. Je vais essayer d'aller au mieux en fonction des packages qui sont proposés, de coéquipiers, de voitures, de championnats, de budget. Voilà, c'est jamais simple à mettre en place et ça prend toujours beaucoup de temps. Soit tu as l'argent et tu vas et tu choisis la meilleure équipe, le meilleur coéquipier, etc. comme je vous l'ai dit. Parce qu'évidemment, les équipes, elles veulent remplir les voitures avec le maximum d'argent possible. Mais souvent, elles sont obligées de faire un compromis parce que les personnes qui amènent l'argent, c'est pas forcément les personnes qui sont plus rapides. Parce qu'évidemment, que les pilotes les plus rapides, c'est pas ceux qui amènent le plus d'argent dans les équipes. Donc voilà, tout ça est en train de se mettre un petit peu en place et je voulais vous en parler de manière très transparente parce que évidemment sur la chaîne, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont découvert en tant que pilote et il y en a aussi pas mal qui m'ont découvert par les formats qu'on a fait un peu plus divertissement et je trouvais ça important de recentrer un petit peu la chaîne sur mon parcours sportif parce que c'est vraiment l'essence de la chaîne. Je suis sportif avant tout. J'espère que ma carrière en sport auto va continuer le plus longtemps possible, qu'il y aura encore pas mal de belles victoires, des pole positions. En ce moment, tout va bien, j'ai pas mal de propositions. Donc maintenant, il faut vraiment arriver à faire rentrer les briques dans les bonnes cases. C'est jamais simple. Et d'ailleurs, concernant les partenaires, si parmi vous, il y a des gens qui veulent m'aider pour ma saison 2024, j'entends à titre société, pas particulier, parce qu'à titre particulier, malheureusement, je ne sais pas comment on pourrait faire. Déjà, en tant que particulier, si tu souhaites m'aider, tu peux déjà mettre ton plus beau pouce bleu sur la vidéo et t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ça permet d'aider le référencement de la chaîne. Et voilà, pour les sociétés qui veulent m'aider, participer à l'aventure à la suite de ma carrière, que ce soit en 2024 et sur les prochaines années, vous avez l'adresse mail qui s'affiche juste en dessous. On peut très bien faire de la visibilité sur la voiture, sur l'équipement, du réceptif. On peut faire des événements ensemble avec la voiture de course. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et évidemment, le plus j'aurai ni de budget, le plus je vais pouvoir rouler dans des belles voitures, avec des beaux championnats, avec des bons coéquipiers. Vraiment tout ce que je vous expliquais avant. Donc ceux qui veulent m'aider, vous avez l'adresse qui s'affiche maintenant. Donc pour synthétiser, un retour en GT3, oui, si la bonne opportunité, si les partenaires qui suivent derrière, moi je serais le premier avis à rouler en GT3 parce que c'est des voitures de fou furieux. C'est les meilleures voitures que j'ai roulées dans ma carrière. Je pensais jamais un jour rouler ces voitures-là. Et si je peux revenir en GT3, ce serait avec grand plaisir, mais pas n'importe comment. Après, il y a aussi la notion de championnat monomarque. L'idée que c'est vraiment le sport auto brut, où c'est des formats sprint, toi seul au volant, avec ta voiture, à montrer ce que tu vaux. Ça m'attire énormément aussi. Désolé les gars si j'ai parlé vite pendant toute la vidéo, je sais que de manière générale je parle vite, c'est parce que j'ai toujours plein de choses en tête et je me dis le plus vite c'est sorti, le plus vite ça y est, on peut passer à autre chose. Mon métier de base c'est d'être pilote, c'est pas forcément de parler devant une caméra, même si forcément j'ai dû l'apprendre. On a fait plein de formats avec plein d'invités et que voilà, je travaille systématiquement pour vous proposer du contenu, que ce soit du contenu sportif ou du contenu divertissant, mais toujours avec ce côté compétition, toujours avec ce côté analyse sportive dans la communication. Donc merci à tous ceux qui me suivent depuis très longtemps, depuis le début de la chaîne, même certains avant ça quand je partageais sur Facebook, même sur des forums. Je sais pas comment ça va continuer, je sais pas où ça va s'arrêter. C'est toujours très précaire le statut de pilote, tu sais jamais ce que tu fais d'une année sur l'autre. Alors je me souhaite beaucoup de podiums, je me souhaite d'évoluer dans de bonnes équipes, je me souhaite de trouver beaucoup de partenaires, je me souhaite de trouver pas mal de volants et voilà, tout ça c'est... on ne sait pas où ça va, mais en tout cas aujourd'hui, grâce à vous, grâce à la chaîne, on débloque des situations et moi ça me fait très plaisir de partager tout ça avec vous. J'espère que c'est pareil pour vous, que vous aimez découvrir tout ça. Merci à nouveau pour votre soutien, que ce soit digital ou en physique sur les circuits. D'ailleurs pour me soutenir c'est très important, abonnez-vous à la chaîne, ce qui nous permettra de faire encore plus de choses de fou à l'avenir. Et nous on se retrouve très vite en piste en 2024.